En fait, depuis tout petit, j'ai voulu vivre des choses dingues. Je sais que j'avais le voyage en tête. Je voulais voyager, je voulais être un aventurier, quoi. Mais sauf qu'avant, il n'y avait pas un peu ce schéma de personnes. Oui, t'avais les grands reporters photographes qui étaient surtout mis en avant. Parce que l'image photo, c'était ça qui était surtout mis en avant. Oui, Ceux qui faisaient des films documentaires, c'était pas aussi documenté, c'était pas aussi mis en avant à travers la télé, les médias et autres. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Pour moi, c'était pas quelque chose d'accessible parce que je savais même pas que ça existait vraiment. Et quand j'étais un baladé en banlieue à Créteil, jamais je me suis dit ah bah oui, non mais moi, il y a bien sûr que j'atteindrai de la télé, bien sûr que je ferai des films, je voyagerai partout dans le monde. Je savais même pas comment j'allais atteindre ça. À chaque fois que j'ai eu vraiment une opportunité et que j'ai pu réussir à faire ce métier, c'est parce que j'ai décidé de vraiment frapper aux portes, vraiment de les embêter les prods. Là où tu mets vraiment ton énergie, et bah souvent c'est vers là que les opportunités vont arriver. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier podcast. Donc aujourd'hui je suis avec David Guersan, bienvenue. Salut. Qui est réalisateur de films documentaires en freelance et la personne aussi qui partage ma vie depuis 3 ans. Oui. Tu as travaillé pour la télévision française, comme par exemple France TV ou Ushuaïa, et aussi même des médias internationaux comme Vice ou Business Insider. Et en parallèle, tu développes ta chaîne YouTube pour créer tes documentaires indépendants et aussi tu partages les coulisses de ton métier sur Instagram. Est-ce que c'est bon en termes de présentation ? Très bien. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on va aborder le thème du documentaire. On le voit partout aujourd'hui, les documentaires prennent de plus en plus de place. À la télé, sur Netflix. D'ailleurs, Netflix a produit 2 fois plus de documentaires depuis 3 ans. Et même sur YouTube, comme par exemple le documentaire d'Inoxtag, et son ascension de l'Everest qui a touché vraiment toute la nouvelle génération. Et on a vu que ça a pris beaucoup d'ampleur. Et dans tout ça, on va parler de celles et ceux qui les créer. Et aujourd'hui, on va plonger dans ces coulisses, découvrir aussi qui sont ces personnes et quelles sont les motivations de ces personnes. On va parler de ton parcours et je vais aborder différentes questions pour découvrir un peu tout l'envers du décor. Donc on va commencer par parler de tes débuts, le point de départ. Ça a été quoi le déclic d'avoir eu envie de devenir réalisateur de documentaires ? Ça, c'était en fait un développement, ça a un peu pris du temps. Je sais que déjà depuis toujours, j'ai voulu faire des films, ça c'est sûr. Depuis tout petit, je voulais en créer, être dedans ou en filmer, ou vivre. C'était pour vivre des expériences, pour être dans des univers que je décidais ou que je créais. C'était ce que je voulais faire depuis tout petit. Mais en fait, plus et plus je commençais à voyager, que ce soit en France, que ce soit en Europe, et avec mes premiers voyages à l'étranger, autour de 25 ans, c'est là en fait où j'ai commencé à vouloir faire des documentaires. Mais aussi, ça te donne une certaine motivation à vouloir comprendre la diversité, quoi. La diversité culturelle, des traditions, du monde, des points de vue. Et en fait, au fur et à mesure qu'on rencontre des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, en fait, on commence... moi, j'ai eu cette envie de vouloir partager ça au monde. Partager ce que j'ai pu vivre, les histoires qui m'ont marqué, et certaines problématiques ou enjeux, quoi. Donc en fait, ça a été le voyage qui a été un peu ton déclic, de commencer à voyager. Ouais. Mais en même temps, tu dis que depuis tout petit, tu as envie d'être dans le documentaire. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a fait que depuis tout petit, tu as envie d'être dans ce milieu-là, en fait ? Tout petit, je voulais faire des films, des vrais films, pas des documentaires. Je voulais faire de la fiction quand j'étais petit. Mais le truc, c'est que mon père, lui, il est photoreporter. Donc il a voyagé à travers le monde, il a fait tous les pays du monde, il a fait des reportages avec un angle touristique surtout. Et en fait, j'ai vu ces images. À chaque fois, il revenait avec des souvenirs, différents objets de différentes cultures, des images quand il était en immersion dans différents peuples ou autres. Et c'est là où j'ai commencé à être fasciné par le voyage surtout. Pas forcément faire des films et faire la même chose que lui, mais surtout par le voyage et le fait de me dire, mais j'ai aussi envie, moi, de voir ça de mes yeux et surtout de vivre ces expériences. Ok, et donc du coup, il y a eu un mélange entre peut-être du coup le fait que tu adorais la fiction et les films, tu te plongeais dedans. Ouais. Donc le mélange du cinéma avec le mélange du voyage grâce à ton père, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc au final, après, au fur et à mesure du temps, les deux se sont réunis et c'est devenu une évidence de dire, dans ce cas-là, je vais faire des films documentaires. Mais avec cette touche de fiction et de film. Ah oui, un côté cinématique, quoi. Ouais, on entend partout le terme cinématique, mais en fait, c'est pas forcément juste cinématique. C'est en fait, je kiffe faire dans le documentaire, c'est d'essayer de rendre les sujets que je filme comme si c'était des vrais personnages mis en scène. Des héros. Ouais, en fait. Voilà, exactement. En fait, c'est ça, c'est rajouter des
mettre en avant leur vraie quête et leur vraie histoire, comme si c'était les héros d'un film. D'accord, Tu ok, vois. je vois, intéressant. En essayant de pas trop dénaturer, mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est là Bah, la de toute façon, on difficulté. va parler plus tard aussi de tes motivations, justement, et je pense Ouais. qu'on reviendra là-dessus. Donc, je sais que tu as grandi en cité, en banlieue parisienne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier, malgré peut-être le manque de moyens et le fait que tu n'avais pas forcément accès à une école de ciné? Qu'est-ce qui t'a quand même poussé à continuer ce chemin? Ouais, ça a été compliqué en fait. Le truc, c'est que j'étais pas forcément bon à l'école, tu vois. J'étais pas forcément concentré, assidu. Au fond de moi, je me disais que j'étais pas trop fait pour l'école, quoi. Tu D'accord. vois, depuis tout petit, même si j'arrivais pas à mettre les mots, en fait, je savais que j'étais quelqu'un qui voulait apprendre du terrain. Tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. D'être directement dans l'expérience et apprendre de ça plutôt que de rester derrière un bureau et écouter une personne me dire sa vérité, quoi. Bah, moi aussi, j'ai un peu ce truc-là et je pense que c'est beaucoup d'artistes. Je pense que dès qu'on est un peu créatif et que, même si on ne le sait pas quand on est petit, je pense, c'est un peu le schéma de beaucoup de créatifs, en tout cas, de ne pas aimer peut-être le cadre et d'avoir plus envie de, ouais, comme tu dis, d'être sur le terrain, d'avoir vraiment des expériences de la vie très jeunes. En fait, oui, depuis tout petit, j'ai voulu vivre des choses dingues. Je sais que j'avais le voyage en tête. Je voulais voyager, je voulais être un aventurier, quoi. Ouais, donc Tu vois, voulais un aventurier de l'image, tu vois. Mais Ouais. sauf qu'avant, il n'y avait pas un peu ce schéma de personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, oui, tu avais les grands reporters photographes qui étaient surtout mis en avant. Parce que l'image photo, c'était ça qui était surtout mis en avant. Oui, Ceux qui faisaient des films documentaires, c'était pas aussi documenté, c'était pas aussi mis en avant à travers la télé, les médias et autres. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Pour moi, c'était pas quelque chose d'accessible parce que je savais même pas que ça existait vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, l'image et la photo, oui, parce que déjà mon père le faisait. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Ouais. Tu vois. Donc, au fur et à mesure que les années avançaient, je suivais ce cursus qui était imposé d'études. Donc, j'essayais de me diriger tant bien que mal à faire des études qui n'avaient rien à voir parce que j'ai fait un BEP et un bac pro en communication graphique et imprimerie. Ah oui. Non, mais rien à voir. J'ai fait des années à être derrière des imprimantes, Ouais. à empiler des feuilles où je suis maître en la matière. J'ai fait toutes ces études. Et c'était pour moi une horreur parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais et j'ai fait ça pendant quand même 4 ans. Et c'était pas Imagine. dans Paris? C'était dans Paris ou pas? Non, Ah, c'était pas dans non, ça c'était en banlieue parisienne Ok. que je faisais ces études. Mais le truc c'est que j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Avec quand même en tête de me dire, non mais de toute manière moi je fais ça mais parce que j'ai pas le choix. Mais de toute manière moi je veux faire des films. Donc t'avais toujours t'as pas lâché cette idée en tête. Non. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas lâché justement? Parce que t'aurais pu très bien te dire, c'est inaccessible pour moi. Je sais pas, en fait j'avais un sorte de mindset où je me disais, c'est juste passager. Et j'ai pas d'autre choix en fait. Oui, c'est ça. J'ai pas d'autre choix que de faire ces études parce que c'était ce que était normal et ce qui était obligatoire de dire non mais il faut un diplôme. Mais c'est après, une fois que j'ai fait ça, où je me suis dit ok maintenant j'ai envie de faire une vraie formation pour apprendre et me rapprocher de mon métier d'aujourd'hui. Où dans cette école-là, j'ai appris les bases du montage vidéo. Ah, ok. Tu vois. La réal, je dirais pas que j'ai appris la réal. Ouais. Mais en fait, on avait quelques cours par-ci par-ça dans le mois pour apprendre un peu comme l'histoire du cinéma, oui, ça j'ai appris. En tout cas, ça Et t'a mis, voilà. ça t'a mis un pied dedans en commençant par le montage vidéo, quoi. Déjà. Exactement. Ouais. Mais le montage vidéo a tellement évolué en l'espace de Oui. 10 ans, 15 ans, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais ça n'empêche que oui, j'avais ce petit sens-là de... On a appris un peu l'histoire du cinéma, comment écrire des films. Puis tu c'est vois. quand même une petite porte qui est ouverte, tu vois. Ouais. C'est se dire, c'est peut-être pas ça. Et c'est peut-être ça aussi un conseil qui pourrait être intéressant pour ceux ou celles qui veulent faire peut-être un truc de rêve. Et peut-être des fois, on peut pas atteindre l'école qu'on veut ou faire le métier qu'on veut, mais déjà de se dire, ok, de quelle manière je peux me rapprocher. Exactement. Et moi, ça a été pareil aussi dans mon cas. Je voulais faire des grandes écoles, c'était pas accessible, mais je me disais, mais qu'est-ce que je peux choisir qui peut me rapprocher de ça, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est important. Et c'est ça, dans ce cas-là, c'est ça qui a pu, je pense, me faire tenir. C'est au final avoir une sorte de résilience à essayer de vivre ce que je devais vivre parce que c'était comme ça. Ouais. J'ai eu ces opportunités, c'était comme ça. Et je me suis juste concentré sur me dire, ok, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans ces études et qui va pouvoir m'être utile pour
ce que je veux devenir plus tard. Exactement. Maintenant, j'aimerais qu'on passe dans la partie explicative de qu'est-ce qu'un documentaire, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est ou qui ne savent pas faire la différence entre un reportage et un documentaire. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre un reportage et un documentaire ? Ouais, en fait, c'est pas du tout la même chose. Le reportage, c'est un sujet qu'on traite dans l'immédiateté. C'est un peu ce qu'on voit, par exemple, aux informations. C'est des reportages où on traite un sujet qui se passe ici, là, maintenant. Le documentaire, c'est beaucoup plus profond. Ça prend 1000 fois plus de temps. Et ça se construit autour d'une vision, une problématique que tu veux traiter en profondeur. Ok. Et est-ce qu'il y a une histoire d'histoire, justement ? Est-ce que, par exemple, dans le documentaire, il y a une histoire comme on va créer pour une fiction et il n'y en a pas dans le reportage ? Ou est-ce que... Dans tous les films, il y a une narration. C'est juste la manière dont la narration est mise en place qui est différente. Ok. Dans la plupart des reportages, c'est assez rare d'avoir des narrations qui se rapprochent du film. Ok. Parce qu'on traite un sujet. Il y a souvent un présentateur ou un journaliste qui vient pour traiter dans l'immédiateté ce qui se passe là. Dans le documentaire, c'est plus immersif. Tu peux faire des documentaires, il y a plein de types de documentaires différents et avec des narrations que tu peux mettre en place vraiment différemment. Je t'ai présenté en tant que réalisateur de documentaires, mais tu as aussi d'autres casquettes. Tu es aussi chef opérateur, monteur, auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre tous ces métiers ? Ouais, complètement. L'auteur d'un documentaire, c'est la personne qui écrit le film, qui fait l'investigation, qui trouve le sujet, qui l'écrit. Ensuite, tu as le réalisateur. Souvent, dans le documentaire, le réalisateur et l'auteur sont la même personne. C'est très souvent comme ça. Mais des fois, ça peut que des auteurs ne soient pas le réal. Et donc, le réalisateur, c'est la personne qui met en scène l'histoire du film. Comment mettre en scène chacune des séquences du film. En disant, par exemple, pour ce film-là, il faudrait faire l'interview de cette personne en marchant, en faisant ci, en faisant ça. Il faudrait qu'on filme dans tel et tel décor. Et il gère sur le terrain toute l'équipe. La personne qui filme, la personne qui fait le son. C'est lui qui a vraiment le lien avec les sujets. Ok. Pour le reste, le chef opérateur, c'est la personne qui filme. Donc c'est le cadreur, en gros ? Ouais, cadreur, chef opérateur, c'est à peu près la même chose. Caméraman ? Oui, cool. C'est ça. Chef opérateur, en fait, c'est une personne un peu au-dessus. C'est une personne qui aussi maîtrise la lumière, qui a aussi qui maîtrise la lumière, qui maîtrise aussi bien la technique des caméras. Et le monteur vidéo, celui qui fait le montage des films. Ok. Et il y a aussi d'autres métiers, ingé son aussi. Ouais. Et étalonneur. Exactement. Étalonneur, ça va avec le monteur. Donc c'est celui ou celle qui va faire la colorimétrie de l'image qui a été prise. Du film, ouais, exactement. Au tout début du podcast, on a un peu abordé ce sujet, c'est tes motivations de pourquoi tu fais du documentaire. Donc, est-ce que tu peux me donner, du coup, ta motivation ou tes motivations de créer des films documentaires ? Est-ce que c'est, du coup, voyager, laisser une trace ou prouver quelque chose ? Je dirais que, en fait, il y a plusieurs aspects quand on fait du documentaire. J'ai pas envie de parler pour tout le monde, mais en tout cas déjà pour moi, si j'ai envie de faire du documentaire, c'est déjà parce que j'ai envie de vivre une expérience. J'ai envie de comprendre diverses choses du monde, et je sais à quel point faire des films, ça t'ouvre des portes, mais de dingue. C'est peut-être aussi même une excuse, tu vois, pour vivre des choses, parce qu'au final, on n'a pas besoin d'avoir des caméras pour vivre des expériences du monde. Oui, bien sûr. Mais disons que déjà, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, tu vois. C'est vraiment déjà vivre au plus vrai certaines histoires du monde, certaines cultures. Donc la deuxième chose, je dirais que c'est aussi le fait de vouloir avoir un impact, de se sentir utile et d'avoir aussi envie de partager ce que je ressens et ce que j'ai découvert. Il y a peu, j'ai commencé à écrire quelque chose sur l'impact des réalisateurs de documentaires sur le monde. Okay. Parce qu'on a tendance à croire que les personnes qui racontent le monde racontent la vérité, tu sais. Ouais. Et ça, il y en a plein que j'ai pu entendre, ou il y a plein de réalisateurs que j'ai pu entendre qui disent « Ah ouais, mais moi, je raconte le vrai monde. Je suis en immersion et tout, dans telle et telle personne, telle culture, et j'essaye de raconter vraiment la vérité de ce qui se passe. » La vérité n'existe pas. Bon, c'est un peu plus profond, mais il y a plein de vérités différentes. Exactement. Selon ton point de vue, en fait. Exactement. Chaque personne a un point de vue différent. Et c'est justement ça. Le truc, c'est qu'une photo, même simplement, je veux dire, tu peux demander à 10 personnes différentes de prendre une personne en photo, la photo n'aura rien à voir. Ouais. Alors imaginez avec un film. Ouais, c'est clair. C'est pas possible. La perception et la vision de la personne qui le fait. La vérité. Et c'est ça qui est sa vérité.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est là en fait la justesse, et c'est là aussi où on voit des documentaires qui sont plus ou moins éthiques, qui sont plus ou moins profonds, plus ou moins bons. Donc toi, c'est partager ta vérité, Exact. oui, partager ce que tu vois et ce que tu vis, quoi. Exactement. Toi, tu fais surtout du documentaire à l'étranger. Bon, tu as fait Ouais. quand même des sujets en France, Ouais, bien sûr. mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères ou... Ouais, largement. Largement. J'ai toujours été 1000 fois plus inspiré à faire des documentaires à l'étranger. Ok, Franchement, 80% des films que j'écris, ouais. même plus, hein, je dirais, ouais, 80% des films que j'écris, que j'essaye de vendre, ou qui m'arrivent en tête, c'est que des films à faire ailleurs. Ouais, Dans des cultures variées, anciennes, des fortes traditions, parce que c'est ce qui me passionne, ouais. tu vois. J'ai quand même eu certains sujets de trucs qui me passionnaient en France, mais c'est 1000 fois moins, quoi. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu aimes voyager ou c'est plus profond que ça? En fait, c'est une fascination. Ouais, Tu vois, c'est une fascination de la diversité du monde, la diversité culturelle, de la diversité des traditions. l'inconnu? L'inconnu de tout ça, ouais, en fait on est dans un monde où maintenant où il y a tellement de contenu dans tous les sens, Ouais, ça c'est et vrai. chacun porte son regard et sa vision sur telle culture, tu vois. Ouais. Il y a des personnes qui vont pas aimer vivre certaines choses dans un endroit du monde, et tu as une autre personne qui va vivre l'opposé. Ouais. Donc souvent, c'est ça, moi j'ai envie de comprendre ça, j'ai envie de vivre ça le plus juste possible et d'essayer de le retranscrire, tu vois. Ok, trop bien. On a parlé de tes motivations, mais on va parler aussi de tes doutes, peut-être que tu en as eu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie d'arrêter à cause de tes incertitudes? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as fait pour t'en sortir? Oh my God, sacrée question. Alors si j'ai voulu déjà arrêter à cause des doutes, arrêter de faire ce métier, non, ça m'est jamais arrivé. C'est quelque chose qui m'anime et que je vis. Genre, C'est ta passion. ouais, mais en fait, c'est même plus qu'une passion, tu vois. Une passion, ça va, ça vient. Oui, c'est vrai. Tu vois. Jamais je me dis, genre, bah, bon, si ça marche pas, je pourrais faire ça, ou ça me branche, ça pourrait être fun. Non, il n'y a rien du tout. Moi, c'est des films ou rien. Enfin, Ouais. c'est ouf à dire, mais je vois pas d'autre chose que de faire que des documentaires, Ok, intéressant. tu vois. Voilà, après des doutes, oui, mais ça, alors tout le temps. Dans tous les films, j'ai des doutes. Ah ouais. Dans tous les projets, tout le temps, toute l'année, il y a des doutes tout le temps, c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal le fait que un artiste doute. On peut jamais être en pleine certitude de ce qu'on crée. Ah bah non, c'est clair. Selon moi, c'est pas possible d'être en pleine certitude tout le temps. Parce que si tu doutes pas, tu peux pas te remettre en question. Ouais. Tu peux pas t'améliorer, tu peux pas essayer des choses, tu peux pas te foirer. Donc, concrètement, est-ce que tu as des conseils à donner quand tu doutes et quand tu... Justement, qu'est-ce que tu fais pour surmonter ça? Bah, tout dépend les types de doutes. La plupart des doutes qu'on peut vivre, c'est douter du travail que tu crées. De se dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est bien? Ou même douter de faire ce métier. Enfin, moi, je peux pas, enfin, je me vois pas faire autre chose. Mais oui, je doute de me dire, mais est-ce que je vais continuer à réussir à gagner ma vie à faire ce métier? Bah, c'est ça. C'est normal. Faut juste breaker, en fait. Tu vois. Je dirais que c'est un peu un warning ou une sorte de signal où, en fait, on te dit, OK, là, il se passe quelque chose d'important. Donc, tu doutes. Parce que c'est important. Sinon, tu doutes pas. Mais oui. Et du coup, si quand tu doutes, c'est ce signal qui montre que c'est important, bah, au final, autant se rassurer et se dire, ah bah c'est important, donc si c'est important, bah, c'est que je dois le faire. Ouais. Et après, se dire, bon bah ok, je prends du temps. Je me pose 2 minutes, je fais autre chose, j'essaie de libérer mon esprit de ce projet qui crée du stress ou de l'anxiété à cause de ce doute. Et on essaie de se recentrer, se focaliser sur quelque chose de simple en fait. Tu reviens à toi, Ouais, quoi. tu essaies de revenir à quelque chose que tu maîtrises, qui te fait plaisir, lié à la créativité et à l'artistique, tu vois. Et c'est souvent là, en fait, où tu commences à, du coup, te recentrer et que ce doute commence un peu à se dissiper, tu vois, ou se canaliser. Ok. Donc c'est un peu, ouais, souvent c'est ce que je fais, ouais. Ok, intéressant. Ouais. J'imagine que tu as différentes phases dans ta vie. Tu crées des fois des films, mais quand tu crées pas des films, qu'est-ce que tu fais? Parle-nous un peu de ton quotidien peut-être et de comment ça fonctionne. Ouais, c'est particulier, en fait. Quand tu es réalisateur, il n'y a pas de distinction entre professionnel et personnel et vie privée, tu vois. En fait, c'est ça la difficulté. C'est ça qui peut être très complexe à vivre. On vit de films.
on vit de création. Donc c'est-à-dire que quand je fais pas des films, bah j'écris des films. Quand j'écris pas des films, bah je réfléchis à quel sera mon prochain film. Tu vois, genre où tu te mets dans des situations où tu vis pour toujours avec cette idée de dire tout ce que tu vis est potentiellement une opportunité de faire un film. Et encore plus dans le documentaire. Ouais, de la fiction aussi, je pense, parce que tu te nourris des vies des gens pour écrire des nouvelles histoires. Justement, c'est cool que tu parles de ça parce que je voulais parler justement aussi de trouver l'équilibre. Même si, comme tu dis, il n'y a pas de frontière entre la vie pro et la vie perso, il y a quand même une frontière entre quand tu voyages et que tu vas au bout du monde dans une tribu pas connue avec une façon de vivre qui est à l'opposé de la nôtre, par exemple, de la vie occidentale. Comment tu trouves l'équilibre, la stabilité aussi émotionnelle, parce que ça c'est important, quand tu passes d'un tournage dans le fin fond de l'Afrique et que le jour d'après tu prends l'avion et que tu rentres en France et que tu manges le gâteau avec ta famille, comment tu fais pour passer d'un univers aussi quand tu es en tournage à une vie plus classique quand tu reviens en France avec ta famille C'est une bonne question parce qu'en fait avec le temps ça commence à aller. En fait c'est une sorte d'habitude où je me suis surpris des fois à vivre ça, ou quand oui, tu peux être des fois dans des cultures. Je me souviens d'avoir au Sénégal, d'avoir fait des interviews ultra difficiles de personnes qui avaient essayé d'atteindre la France en pirogue et qui avaient vu mourir je ne sais combien de personnes. Et ils m'avaient raconté ça et franchement c'était hardcore à écouter. Je devais filmer et tout, sa détresse. Et au final, après, quelques jours après, j'étais en France, quoi. Et j'avais fait toutes ces images. Tu entends des histoires qui ont un impact, en tout cas qui peuvent avoir un impact énorme. Et en fait, il faut avoir un certain recul sur tout ça. Et c'est ça que je pense qu'au fur et à mesure des voyages, j'ai commencé à apprendre à avoir un recul sur ce qu'on vit. De voir, des fois, en un film, une diversité de personnages, une diversité de styles de vie et d'histoires, où tu peux avoir des personnes très heureuses, des personnes très tristes, des personnes qui ont vécu des trucs incroyables et l'inverse. Dans notre pays, en France, tout est à Paris, oui, on peut avoir des personnes qui vivent aussi des choses. Bien sûr. Alors, juste hauteur, tu vois, des choses plus ou moins difficiles. C'est différent, c'est clair, ça n'a rien à voir. Mais ça n'empêche que souvent, même avec ces personnes, en vivant ce genre de choses, on essaie de prendre du recul, on se rattache à l'impact que ça pourrait avoir. Tu vois, je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'au bout d'un moment, tu commences un peu à tenir. T'espères que ça va avoir un impact positif, à pouvoir aider, que ça va pouvoir, même au moins une personne ou deux. Mais rien que d'imaginer le fait que cette interview que tu vas faire va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Ouais. Et oui, en fait, le truc, c'est que, il y a un peu de solitude, ça c'est clair. Le truc, c'est que personne comprend ce que tu vis. Personne ne peut l'imaginer. Et même quand tu montres des images, c'est que des images. Et je dirais qu'il aussi m'a réussi à me faire tenir dans ce métier ou à faire me sentir moins seul dans ce que j'expérimente, c'est en fait de m'entourer de personnes comme moi qui vivent la même chose que moi. Okay. Et ça change tout parce qu'au final, ces personnes-là, ils te comprennent vraiment parce qu'ils le vivent aussi. Et c'est ça, en fait, je pense, qui est très important à faire quand on peut être dans des métiers de ce type qui peuvent être challengeants, difficiles ou même top, tu vois. Mais le fait de pouvoir essayer de s'entourer de personnes qui vivent en fait à peu près la même chose. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois. Je comprends parce que ça vaut quand on est en freelance, on peut se sentir très seul justement, un peu en décalage de la société parce qu'on n'est pas dans un rythme de vie traditionnel, commun. Et c'est vrai que moi aussi je l'ai remarqué. Et donc quand t'es freelance et quand t'es artiste, de s'entourer de personnes comme toi pour juste pouvoir avoir un sas où on peut parler à quelqu'un et que la personne puisse nous comprendre, quoi. Ouais. Et je pense que ça c'est important. C'est ce qui permet aussi de créer justement l'équilibre et la stabilité quand tu repasses du temps avec des personnes qui n'ont pas le même style de vie que toi. Exactement. Donc maintenant, on va parler d'un sujet qui est assez présent chez les personnes en freelance ou les artistes, c'est l'argent. J'aimerais bien savoir déjà... Parle-nous un peu peut-être déjà de la manière dont tu peux gagner ta vie, comment un réalisateur de films documentaires gagne sa vie, et puis vu qu'on a dit tout à l'heure que tu avais aussi d'autres casquettes, comment tu as géré tout ça tout au long de ta carrière, et aussi ton rapport à l'argent, vu que c'est des métiers en freelance, c'est considéré comme plus instable. Est-ce que tu as eu peur du manque d'argent ? Est-ce que... comment tu gères un peu ça ?
Ouais, alors ça, c'est un gros sujet de discussion et primordial. Et c'est vrai qu'on en parle rarement. Un petit peu de plus en plus, j'ai l'impression quand même. Oui, bah en fait, on voit de plus en plus de youtubeurs ou instagrammeurs ou autres qui commencent à parler de comment on fait pour vraiment gagner sa vie en faisant de la vidéo, des films et tout, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il y a différentes phases. Un réalisateur, c'est pas comme un technicien. Un technicien, c'est une personne, en fait, les techniciens, c'est quand tu es simplement embauché pour pour filmer un projet, c'est pas forcément le tien, mais tu viens là juste pour filmer pendant une journée ou quelques jours. Et t'es payé à la journée, Et t'es généralement. payé à la journée ou au forfait. Comme moi, par exemple, je suis donc cadreuse, mais aussi monteuse. Et Ouais. quand je travaille avec des entreprises ou des boîtes de production, je vais venir travailler à la journée. J'ai mon taux horaire de journée. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Sauf que réalisateur, c'est différent. En fait, souvent, tu es payé au forfait. T'es payé au projet. Voilà. En fonction du projet, il y a tu négocies une sorte d'enveloppe ou des fois on te l'impose. Ouais, on va pouvoir parler de pas mal de choses là-dessus. C'est-à-dire que déjà, de un, moi, mon rapport à l'argent, c'est que depuis toujours, j'ai commencé de zéro, quoi. J'avais pas d'argent. J'ai commencé avec rien, mais en même temps, au fur et à mesure de toutes ces années, à chaque fois, j'avais un objectif de quelque chose que je voulais atteindre avec cet argent. Par exemple, en fait, au tout début, je faisais tout type de projet pour avoir de l'argent pour m'acheter une caméra. Après, dès que j'avais ça, du coup, j'améliorais mon matériel. Mais c'était un peu ça les débuts. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, maintenant là j'ai le matos et tout, il faut que je gagne des projets. Donc je faisais un peu des projets corpo, des projets institutionnels, des mariages, un peu tout et n'importe quoi comme type de projet pour investir et me dire, ok, maintenant j'ai envie de voyager. Je prenais cet argent pour me dire, ok, là je vais voyager et je vais filmer là-bas. Ok, mais t'as pas eu de peur de manque d'argent ? Oh, bah si. Mais alors, sûr. comment tu as géré, comment tu t'es organisé dans ton quotidien Ouais. pour justement avoir suffisamment d'argent ? Donc, est-ce que t'avais pas de travail alimentaire à côté ? Voilà, c'était différents projets. En fait, tu étais plus diversifié dans ton type de travail, même si c'était dans le milieu de la vidéo, de la création, des films et tout. Ouais. Par exemple, dans ton quotidien, tu dis, il y a tel moment, je me focus pour essayer de trouver des projets qui vont me donner de l'argent, et d'autres moments où je me focus pour écrire des documentaires, pour organiser des voyages, etc. Ouais, c'était exactement ça. En fait, en fonction de l'année et en fonction des périodes, je divisais un peu mon année à me dire, là, j'essaye de me focaliser pour avoir un maximum de projets qui puissent me donner de l'argent. Et avec cet argent-là, du coup, je faisais mes projets personnels. Et en fait, en parallèle, à chaque fois que je faisais des plus petits des projets qui soient pas forcément mes documentaires ou dans le documentaire, j'avais toujours cette idée, tu vois. J'écrivais toujours, je me commençais à préparer des nouveaux projets. Et c'était ça, en fait, un peu la gymnastique entre les deux. Bien sûr qu'on doute, bien sûr qu'on sait jamais ce qu'on va gagner le mois prochain. Et c'était ça, au bout d'un moment, qui commençait un peu à me faire paniquer et de me dire, ouah, c'est trop instable, il va falloir que j'essaie de trouver des solutions. Ouais. Pour justement commencer à organiser des moments de l'année qui soient plus pour faire du chiffre et d'autres années qui soient plus pour faire des documentaires. Ouais. Parce que ça paye pas aussi bien de faire du documentaire ? Ça dépend en fait. Le truc c'est que les formats documentaires, c'est là où il y a le moins d'argent. Dans la pub, il y a beaucoup d'argent. Dans la fiction, dans les projets corporate et institutionnels, il y a de l'argent. Mais le documentaire, moins. Pourquoi ? Parce que c'est plus Parce avec que- des associations ? Non, pas forcément. C'est que le documentaire, t'es pas là pour promouvoir quoi que ce soit. Simplement pour retranscrire une vision du monde. Oui, oui. Une vision de la vie d'une personne ou une problématique du monde. Les publicités, les films corporels, ça a un but, faire gagner de l'argent. Bah oui, c'est ça. C'est du business. Exactement. De la pub, c'est du business. Donc, par contre, le truc, c'est que le documentaire, les 10 dernières années, ça a un peu évolué où il commence à avoir pas mal d'argent dans les documentaires qui sont associés à des marques. Et c'est ce qu'on voit avec YouTube maintenant. Oui. De plus en plus, il y a énormément de YouTubeurs qui sont focus dans le documentaire et qui gagnent très bien leur vie parce que il y a des marques derrière. Ils collaborent avec des Voilà, marques. il y a ouais. des sponsors, des Donc partenariats. en fait, maintenant, il y a de la publicité dans les documentaires, chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Oui. En fait, après, c'est des publicités indirectes. Oui. Tu vois, c'est par exemple Bah, sponsorisé par telle ou telle marque, Ouais. tu vois, où tu as juste le logo de la marque qui présente le C'est ça, documentaire. comme Il n'y a pas forcément un gros impact. les fictions, où on peut avoir dans certains films, des fois, on peut avoir apparaître La un sorte produit. de placement de produits, etc. Ouais, exactement. On peut pas dire qu'on est mal payé. On est quand même très bien payé dans ce milieu comparé à d'autres types de métiers. Oui.
Mais je dirais que pour le documentaire, ça prend tellement de temps. C'est tellement d'investissement, genre psychologique, genre Bah oui. c'est des mois, des années de travail. Et au final, quand tu fais le ratio entre le temps passé sur le projet ou non, bah c'est pas... Faut savoir aussi que oui, c'est mieux payé que certains autres métiers. Quand on est en freelance, on n'a pas de vacances. Ouais. On cotise pour notre retraite, mais je veux dire, on n'a pas de congés payés. Souvent, on travaille plus que quand on Bah, est salarié, en fait- parce qu'on va travailler peut-être des fois le samedi, le dimanche, toute la Exactement. semaine. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que quand tu es dans le documentaire et que tu écris des films et que tu fais des films, et ben en fait, le truc, c'est que tu les vis, ces films. Ouais. Donc, tu as énormément de temps, besoin d'investigation, tu as énormément besoin d'écrire, d'essayer de vendre tes films. C'est des mois de travail. Moi, mon premier film que j'ai fait sur les chiens de traîneau pour France 3, le projet bout en bout, j'étais dans ce projet pendant presque 2 ans. Ouais, c'est fou. Où en fait, le truc, c'est que pendant 1 an, ben, je travaillais, je faisais des allers-retours pour faire un trailer de bande-annonce du film pour le vendre. Et on a passé des mois à faire des rendez-vous en production, à attendre que des chaînes soient OK, faire des allers-retours. Mais pendant tout ce temps, ben, en fait, on n'est pas payé. Oui, bah ouais. En fait, c'est ça le truc. C'est que pendant tout ce temps, bah, t'es pas payé. Mm. T'es payé quand la chaîne dit OK, on est chaud pour le diffuser. Donc après là, il faut que vous partez, du coup, faire le film ou finaliser le film pendant quelques semaines, 2-3 semaines. C'est à peu près la moyenne des tournages docu financés. Mais pendant ce temps-là, t'es payé. Oui, mais du vois coup, ce tu que je fais veux dire. comment quand t'es pas payé? T'as un travail à côté? Enfin... Bah, c'est là où, en fait, il y a différentes façons de faire. Tous les filmmakers font de différentes manières. Il y en a plein qui font un sorte de petit boulot alimentaire à côté. Moi, pendant un an ou 2, j'étais barman, tu vois. Où je faisais ça en même temps de mon métier. Pour me dire, bah tiens, là, j'ai un projet ultra personnel. J'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là et tout. Il faut que je fasse attention parce qu'en plus, mon film, ça va me demander de l'argent. Il faut que j'ai du matériel, donc j'ai pas trop le choix. Et puis, comme ça, en plus, barman, je pouvais bosser le soir et le week-end. Comme ça, toute la journée, je peux continuer à bosser, faire des piges de cadreur ou faire d'autres films. Donc, du coup, bah, Ouais. tu vois, c'est au final, bon, je bossais tous les jours de la semaine, nuit et jour et tout. Mais ça n'empêche que ça m'a permis de faire ce projet. Bah oui. Après, qui se focus sur des projets plus corpo, plus instit, parce que ça chiffre plus. Donc, Ouais. tu peux faire cette balance. Ça, j'ai vu avec le temps, c'est un vice de ouf. Ah ouais. Ah oui, parce que en fait, le truc, c'est que quand tu commences à donner de l'énergie, à faire des projets pour quelque chose qui n'est pas vraiment ta passion, et ben en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué que souvent, et ben au final, tu n'auras que des opportunités comme ça. Ah oui. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est de l'énergie, C'est une sorte de loi de de- l'attraction. Ouais, quoi. sorte de loi. Oui, ouais, exactement. Mais ça, C'est une sorte de hyper loi intéressant. d'attraction. Ouais. Où au final, là où tu mets vraiment ton énergie, et ben souvent c'est vers là que les opportunités vont arriver. Et au bout ça m'a pris quelques années à m'en rendre vraiment compte. Et je me dis mais je comprends pas. Pourtant je communique, j'ai une bande-annonce de documentaire, j'envoie des CV partout, personne ne répond. Bon, ça aussi c'est typiquement français. Tout le monde s'en fout. Personne donne de chance. Ouais. Personne donne de chance, d'opportunité dans ce pays. Parce que je sais que dans les autres pays c'est différent. Oui, Je mais l'ai vu. si, tu peux pas dire ça parce qu'il y a... Dans ce métier, je te jure que non. T'as eu des opportunités. Très très peu. Franchement, extrêmement peu. Et si j'ai eu ces opportunités, c'est pas parce qu'ils ont dit « Tiens David, on a vu ton travail, on va te donner une opportunité ». L'opportunité, c'est parce que je les ai harcelés. Quand j'ai bossé pour Ushuaïa télé, avec la journaliste, la grande reporter TF1, Christine Oberdorf, j'ai travaillé avec elle pour faire Une dizaine de films. 8 films, je crois. En fait, ça m'a pris, je crois, 3 ou 4 ans. Tous les, je sais pas moi, plusieurs fois par an, 4-5 fois par an, je l'harcelais de messages, de mails. Ah ouais. Ah mais je lui envoyais toujours en disant ouais regarde au fait j'ai fait ce travail, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble et j'ai fait ça constamment jusqu'au moment où elle a eu l'opportunité de me dire bah tiens David et si on travaillait ensemble. Ok, j'ai vu, t'as pas arrêté. Et, Ok. et elle le dit encore, elle a dit mais en fait ce qui a fait que aujourd'hui j'ai envie de travailler avec toi c'est oui parce que t'es bon, ça c'est sûr. Mais le truc c'est que des gens bons, il y en a plein. Mais c'est surtout le fait que t'as pas lâché, de vouloir faire des films documentaires avec ton style. Et même si je répondais pas, et même si j'avais pas d'opportunité, bah t'as continué. Et à un moment donné, bah je t'ai donné cette opportunité. Souvent, on peut dire que bah il faut que t'aies su le bon book pour avoir l'opportunité. Moi, j'ai remarqué que c'était pas vraiment ça. À chaque fois que j'ai eu vraiment une opportunité et que j'ai pu réussir à faire ce métier, c'est parce que j'ai décidé de vraiment frapper aux portes, vraiment de les embêter les prods. Quand j'ai bossé pour Vice, je disais à tout le monde, je veux bosser pour Vice. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans le milieu, je disais mais qui travaille pour Vice? Est-ce que tu connais quelqu'un qui bosse chez Vice? Jusqu'à un moment où il y a un mec qui me dit ah mais oui, j'ai un pote à moi, il est monteur chez Vice. Il a fait ça. Au final, j'ai attendu 1 an après ce coup de fil pour que Vice puisse dire bah en fait là on recherche quelqu'un pour un documentaire, on n'a plus personne. Et du coup ce gars en question dit bah en fait là je peux pas faire ce projet, ils ont besoin de quelqu'un en urgence, est-ce que t'es chaud?
Et du coup, j'ai dit oui. Et ils ont dit, ouais, est-ce que tu sais gérer les grosses caméras? Est-ce que tu sais gérer les documentaires et tout? J'ai dit, bah oui, bien sûr. Alors que quoi? En fait, je savais rien. Non, mais je te jure. Là, je le dis maintenant parce que je m'en fous. Mais je te jure que, en fait, je connaissais pas les caméras. Ouais. Donc, j'ai appris sur YouTube, sur le tournage. Ah ouais. Je te jure. J'ai appris sur le terrain pour le premier documentaire. Et j'ai fait le premier documentaire pour Vice. Ils ont dit, putain, ouais, c'est pas si mal ce que t'as fait et tout. Tiens, fais voir du coup ton book. Parce qu'au final, ils avaient jamais regardé mon site ni mon book. Ah ouais. Donc, ils m'avaient donné cette opportunité parce que quelqu'un m'a mis en relation. Et ça, j'ai halluciné. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Donc c'est c'est vraiment persévérer, Ouais. aller au culot et toujours montrer que tu es là, dire que tu sais faire, que Ouais. et ça rejoint un peu la loi de l'attraction aussi, le fait de se dire je suis comme ça, je Ouais. suis réalisateur. Ouais. Et plus tu dis je suis réalisateur, je voyage, je fais ci, je fais Exactement. ça, tu le dis au moment présent, ça fait quelque chose qui Ouais. fait que ça devient réel. Exactement. Et t'as tout à fait raison parce que en fait, c'était exactement ce que j'avais commencé à voir plus tôt, où j'avais vu l'interview d'un grand réalisateur, je me souviens plus lequel, en fait, il avait dit ça, il avait dit si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux atteindre un métier ou atteindre un statut, en fait, ce qu'il faut, c'est dès maintenant dire que tu es cette personne. Exactement. J'ai commencé à faire cet exercice, tu vois. Et à chaque fois qu'on me demandait de me présenter, me dire, au fait, tu fais quoi toi dans la vie? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis réalisateur de documentaire. Bon, après, on me disait, ok, du coup, t'as fait quoi comme docu? Bon, là, c'était un peu complexe. Mais, D'où l'importance de faire des projets personnels. Exactement. Et c'est exactement ça. Donc, j'ai commencé à faire des projets personnels. J'avais, de toute manière, depuis toujours, des projets que j'écrivais ou que j'étais en train de faire en même temps et tout ça. Et c'est ce qui m'a aidé parce que, pour dire un peu le contexte, c'est aussi grâce à toi que moi, je suis dans ce milieu, que je suis vidéaste, monteuse. Depuis le début, tu m'as dit, dis que tu es vidéaste. Dis à tout le monde et dis-toi que tu es vidéaste depuis le début. Et c'est comme ça que j'ai aussi évolué très très vite. J'ai fait aussi plein de projets grâce à toi aussi, perso, et j'ai essayé de faire des choses seule. Et je me disais, je disais à tout le monde, maintenant je suis vidéaste. Je suis vidéaste et tout, alors que j'avais peut-être fait 2 vidéos peut-être. Ouais. Et en fait, de l'avoir dit et de l'avoir vraiment incarné dès le début, c'est ce qui fait que j'ai évolué vite et c'est ce qui aussi, aux yeux des autres, dire t'es vidéaste et vas-y, j'ai envie de bosser avec toi, nanana, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, exactement. On va passer à la dernière partie qui est la vision. C'est quelque chose que tu dis beaucoup dans tes réseaux sociaux, même sur YouTube. Je pense que ça rejoint aussi le fait qu'on dit d'incarner, de dire qui on est avant même de l'être. Et du coup, l'importance d'avoir une vision sur ce que tu veux être ou où tu veux aller. Parle-nous un peu justement de tout ça. Ouais, c'est vrai que je parle beaucoup de ça parce que en fait, c'est ça qui m'a porté depuis toujours. La vision, c'est quelque chose que tu as en tête, qui t'anime, quelque chose que tu veux atteindre avec précision et que quoi qu'il se passe dans ta vie, elle ne changera pas. Et c'est cette vision-là qui fait que tu peux tenir lorsque les moments sont difficiles, par exemple. Lorsque tu doutes, lorsque tu galères, lorsque tu as des problèmes. Si tu te rattaches à cette vision que tu as, tout ça se dissipe. Ouais. En fait, c'est ça qui a fait que j'ai pu, par exemple, tenir durant toutes les années d'études où je faisais quelque chose que j'aimais pas du tout, que j'ai pu faire des petits jobs qui me passionnaient pas, des vidéos qui me plaisaient pas, pendant le Covid, où c'était complexe. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où cette vision-là, moi, elle m'a tenu pendant tout ce temps, où à chaque fois, j'étais sûr, et moi, ma vision, c'est de faire des documentaires, de vivre des choses, de raconter, d'avoir un impact, d'être utile. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as atteint, cette vision-là. Ta vision, c'était de devenir réalisateur de films documentaires, principalement pour la télévision française, mais aussi à l'international. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as atteint ta vision ? Enfin, tu vois, c'est... Et puis surtout que là, tu ne vis plus en France. Tu as décidé de partir vivre à l'étranger. On a décidé de voyager dans l'Asie du Sud-Est ou même partout dans le monde. Tu avais un succès en France, tu avais atteint ta vision, tu avais réussi à avoir la vie que tu voulais. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu as décidé aussi de partir vivre à l'étranger ? En fait, le truc, c'est que je dirais que travailler pour la télé, c'était mon objectif depuis toujours. Jusqu'à mes 25 ans, c'était pas, les réseaux sociaux, c'était pas vraiment ça. Oui, il y avait les débuts des youtubeurs. Ouais. Mais c'était pas du documentaire, c'était des youtubeurs gamers ou beauté. C'était un peu ça, quoi. Ouais, je m'en souviens même plus, tu vois. Pour moi, mon succès que je voulais, c'était à partir du moment où
tu fais de la télé. Après, oui, j'ai un rêve de pouvoir atteindre Nat Geographic, tu vois, National Geo. Ok. Ça, pour moi, c'est genre le summum de l'accomplissement de ma vision. Ça reste encore une vision pour toi. Ouais, franchement, de pouvoir être un sorte de référent interne de National Geographic, d'être représenté, on va dire, par eux, et d'avoir la liberté de pouvoir créer les films Donc que je veux. être auteur et réalisateur. Exactement. Parce qu'on dit depuis tout à l'heure que tu es réalisateur, mais tu es aussi auteur. Oui, exactement. J'écris comme je réalise mes Oui. propres films. En fait, la vision, c'est sur... ma vision que j'ai, c'est plus sur une vie. Ouais. Tu vois, le fait d'atteindre la télé, d'avoir cette expérience-là, c'était une étape que je voulais à tout prix atteindre. Le fait de travailler plus pour la télé, le fait d'avoir plus d'expérience là-dedans, de rencontrer des personnes dans le milieu, ça allait me donner plus d'opportunités. J'ai commencé à réfléchir et me dire, mais est-ce que ça a vraiment été le cas? Tu vois, parce que quand on est dans la boucle de travail, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe, tu vois. Ouais. Mais dès que tu commences à prendre un peu de recul, j'ai fait une dizaine de films. Où est-ce que j'en suis dans cette vision? C'est là où j'ai commencé à changer un peu mon style de vie. Je rebondis juste sur un truc qui me fait penser que je pense qu'avoir une vision, c'est important. Ouais. Mais je pense avoir des étapes dans cette vision, c'est encore plus important. Tu peux avoir une vision de qui tu veux être, qui tu veux atteindre ou de ce que tu vas atteindre. Mais c'est important d'avoir des étapes aussi dans cette vision. De dire, bien sûr. voilà, j'ai cet objectif-là. Et dans cet objectif-là, j'ai cette étape que j'aimerais atteindre. Ouais, c'est primordial. Et je pense que c'est... Parce qu'on peut avoir une vision, mais du coup être dans le flou, pas savoir... Exactement. Et puis c'est surtout que, comme je disais, si tu atteins ta vision, au final, il se passe quoi après? Ouais. Donc peut-être d'avoir une grosse vision, ou d'avoir une vision et dedans avoir différentes étapes. C'est exactement ça. En fait, donc du coup, le truc, c'est que pendant longtemps, moi, c'était atteindre la télé. J'ai atteint la télé. Je pensais avoir beaucoup plus d'opportunités ou qu'au moins, ça serait plus facile pour vendre des nouveaux sujets. D'accord. Mais je parle de vendre des nouveaux sujets comme moi j'ai envie. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le truc, c'est que quand on est dans ce milieu et qu'on apprend à travailler pour divers médias, on se rend vite compte que essayer de garder intacte l'idée de ton film, c'est très complexe. C'est très complexe parce que chaque chaîne, chaque média ont une sorte de direction éditoriale. Une grille à respecter. Une grille à respecter, une édito à respecter, un style même à respecter. Ouais. Même visuellement, sur un de mes films, on m'a demandé d'adapter ma réal, mon image, ma façon de filmer pour la chaîne. Ah ouais. Après, c'est le jeu. Oui. En fait, le truc, c'est que les médias, ça marche comme ça. Oui. C'est pour ça que moi, oui, j'aimerais bien atteindre National Geographic parce que la manière dont ils créent des films, la manière dont ils racontent et leur direction éditoriale, est plus alignée avec ce que je veux faire. Tu vois. Mais par contre, le truc, c'est que toutes ces années-là, j'ai un peu oublié le fait de créer pour moi et de faire vraiment ces projets personnels qui t'animent vraiment, comme tu veux. Et du coup, c'est pour ça que tu as créé ta chaîne YouTube? Voilà, donc on y vient. Mais en fait, c'est... parce que j'ai jamais été fan des réseaux sociaux. Ça n'a pas été ton truc, ouais. Ça n'a pas forcément été mon truc. J'ai pas vraiment mis autant d'énergie là-dedans. Moi, j'ai surtout mis de l'énergie auprès des productions, auprès des chaînes télé et de pouvoir vivre vraiment de ça. Mais le truc, c'est que c'est ce truc à dire, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse être plus aligné avec les films que je veux créer et d'avoir plus de liberté là-dessus? Ben, forcément que c'est plus évident de se dire, bon, bah, en fait, c'est sur YouTube ou sur les réseaux où je vais pouvoir être vraiment libre de créer et d'avoir une audience qui soit, on va dire, plus en direct et en... Celle qui te correspond plus, quoi. Celle qui me correspond, oui, mais surtout le fait d'être en relation avec eux, en lien avec eux. C'est-à-dire que quand tu fais des films pour la télé, tu n'as pas accès à ton audience. Oui, c'est vrai. Tu peux faire des millions de spectateurs, tes films, ils peuvent voyager partout dans le monde, mais tu sais même pas l'impact que ça a. Tu peux pas avoir le retour des Ouais, gens. tu sais pas si ton film a été bon, tu sais pas si ça a été utile, si il y a certaines choses que je devrais améliorer ou pas. Tu peux pas savoir. C'est là où je me dis, bah en fait, je stagnais. Ok, Tu vois. et du coup, oui, bah, en fait, finalement, quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait une sorte de grille à respecter en fonction des chaînes, Ouais. des médias, en fait, YouTube, c'est un média où tu peux avoir ta propre chaîne. Ta propre grille, ouais. Ta propre C'est grille, un peu ça. ton propre média. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait de partir de la France, de partir vivre à l'étranger? Bah bien sûr, en fait le truc c'est que là l'idée c'est une prise de risque en fait. Oui, je continue de travailler pour la France, pour des chaînes, mais en fait c'est surtout se dire en fait quel type de vie tu as envie d'avoir. Oui, donc ça c'est plus le côté perso du coup. Bah oui, en fait c'est le fait que, et comme je disais en fait le truc c'est que le perso et le pro pour moi c'est un. Ouais. Si j'ai envie de créer des vrais films, des films qui me font moi kiffer avec la liberté que je veux et de ressentir l'impact, bah en fait il faut que je le vive. Ouais. En fait il faut que et en fait c'est ça, c'est se dire
Mais en fait, si j'ai envie de faire des vrais documentaires, des documentaires qui, moi, ressemblent plus à qui je suis, bah, en fait, il faut que je les vive, ces docus. Ouais. Et pas juste les vivre pendant 2 semaines de tournage que la chaîne Oui. t'autorise. C'est plus essayer de se dire, bah, dans ce cas-là, il faut que je sois dans une sorte de style de vie, dans des pays, pour essayer d'être le plus juste dans ton film, de pouvoir vivre vraiment tes films. Et c'est plus cette approche à dire, mais et si j'essayais ça? Donc c'est pour ça que tu décides de vivre à l'étranger pour être directement dans un pays qui n'est pas Exactement. le tien, Ouais. et puis pouvoir aussi l'opportunité de rencontrer des personnes pour faire des films. Exactement, parce que les films documentaires, on les crée que sur le terrain. Oui, Tu peux pas rester dans ton bureau parisien et écrire ton film sur une tribu de je ne sais où dans le monde. oui, regardez en, sur Internet. en disant non mais moi de toute manière mon documentaire il va être ultra réaliste et il va raconter la vérité. Bah oui mais non, mais si t'es pas là-bas tu fais comment? Ouais, il faut vivre tes documentaires. Bah oui. Et le truc c'est que les vivre en disant bon bah du coup j'y vais, je vais faire des repérages pendant 2-3 jours, j'ai envie de faire différemment. Je dis pas que c'est Oui, impossible. parce que c'est Mais possible. bien sûr que c'est Moi, possible. je pense à Rendez-vous en terre inconnue, par exemple. C'est une émission que j'adore. C'est ce qu'ils font. Ils y vont, ils rencontrent. Après, il y a une personne. Ah mais il y a vraiment- une préparation Il y de a- malade. Il y a une personne qui est dédiée pour faire ça. Mais oui. Le repérage, rencontrer Exactement. des personnes. Donc, c'est possible aussi. Et ils font une vraie immersion. Bien sûr. J'avais vu, c'est une femme qui fait en plus ce travail-là, là, récemment. Ouais. Et elle part pendant un moment, vraiment en aventure complète, immersive, dans une région, Ouais. pour trouver les sujets, Ouais. tu vois. Mais toi, tu as voulu juste faire différemment et vraiment. Et puis, c'est aussi le fait que c'est même. Alors, ça sert pour le documentaire, mais pour ta vie perso, tu as toujours rêvé de vivre à l'étranger aussi. Oui, bien sûr. Depuis que tu es tout petit. Mais c'est ça. Mais en fait, Donc, c'est ça le truc, c'est essayer d'être plus aligné vraiment avec le style de vie et ce que j'ai toujours voulu vraiment faire. Ouais. Tu vois, et ça, souvent, on a tendance à l'oublier quand on est dans l'engrenage du travail. Ouais. Quand, au final, on fait des projets, on gagne de l'argent, et t'es dans une ville à Paris où tout coûte extrêmement cher, qui te pousse à la conso. Ouais. Et au final, t'es dans un vice où, au final, tu consommes, du coup, t'as besoin de plus d'argent. Tu t'y perds et tu reviens pas à toi. Et en fait. bah, des fois, on peut s'y perdre. Le fait de partir vivre à l'étranger, on parle souvent de solitude où ça te force à revenir à toi. Mm. Et c'est ce qui, je pense, est important aussi quand tu crées. Et justement, pour pas te perdre dans gagner de l'argent, avoir une stabilité, avoir un confort matériel et tout. Quand Ouais. tu es en voyage, t'as pas ce confort-là. Non. Donc ça te pousse à te recentrer sur toi. Et pour moi, c'est la clé de créer quelque chose qui est juste avec toi. Exactement. Et c'est exactement ça, en fait. C'est, au final, un peu la dernière leçon que j'ai envie de donner, c'est un peu le documentaire. J'ai appris et j'ai compris à quel point l'imprévu, l'inconnu, en fait, le fait d'être hors de sa zone de confort, ça peut vraiment changer ta vie. En fait, et puis souvent, c'est là où tu apprends le plus, Ouais. c'est là où tu évolues le plus, C'est clair. c'est là même où tu as le plus d'opportunités, plus que ce que tu peux même imaginer. Et souvent, c'est un peu ça, cette Ouais. dynamique. Des fois, il faut se laisser un peu, faut essayer de faire un peu confiance, ce qu'on veut vraiment. Tu vois, souvent, on dit, ouais, je rêve d'atteindre ça, je rêve de vivre ça, mais c'est pas trop possible, ou je peux pas parce que c'est trop risqué, parce que peut-être qu'il va se passer ci, il va se passer ça. Oui, mais si tu le fais, imagine que tout se passe bien, tu vois. Puis au pire, Donc- si ça fonctionne pas bien, bah, tu retournes à ce que tu faisais avant et c'est pas grave. Non, no way. Bon, on sait jamais, on peut pas savoir. Non, mais je veux dire, Mais- comme je disais, vaut mieux prendre des risques parce qu'il n'y a Oui. rien à perdre dans le sens où C'est ça. t'as déjà tout. Prendre des risques, c'est essayer d'évoluer et de faire autre chose. Mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est pas en moins. Ouais. C'est juste, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Bah ouais. Donc, Et puis, en soi, si tu lâches pas, mm. il y a de grandes chances que ça marche. Voilà, après, bon, bah oui, forcément, si t'as plus d'argent et que t'es au bout du monde et que tu peux plus te payer un billet de retour, oui, c'est complexe. Oui, mais tu Mais- trouves toujours des solutions. Ouais, le truc, c'est qu'il y a toujours des solutions et il y a toujours des opportunités. Ouais. Et ça, c'est la magie du voyage, où t'es centré dans ce que tu fais. T'as une seule et même voix. À chaque fois que tu parles avec des personnes, à chaque fois que tu montres ton travail correctement, Ouais. ça, c'est un truc aussi. C'est hyper important de montrer son travail. Il y a énormément d'artistes qui ont peur de le montrer, même à moitié fini. Ou le truc, c'est que montrer son travail, je pense que c'est ça aussi la clé quand on veut avoir le style de vie que j'ai. Mais montrer, pas que le travail fini, mais montrer Le ton travail. travail, le process du travail. Exactement, tout. Et j'ai déjà vu, et c'est exactement pour ça aussi que je le fais, de montrer justement toute cette évolution, tout ce qu'il y a derrière le fait de faire des films, comment ça marche, comment on réfléchit, qu'est-ce que c'est que cette vie, comment on construit des films. Et tout ça, en fait, c'est ça qui nourrit tout ce métier, et qui est au final plus juste avec ce que je veux faire. C'est ce que tu décides de faire là depuis un an, de commencer à aider justement Ouais. des vidéastes, des personnes qui voudraient créer des films. Bon, je dis des vidéastes, mais ça peut être n'importe qui en fait. Ouais.
Bon, bah, en tout cas, c'était hyper intéressant, toutes ces questions, et que tu partages ton parcours. Moi, ça me tenait à cœur de faire ce podcast parce que, bah, du coup, comme je disais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et c'est aussi grâce à toi que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Et je trouvais ça important que tu partages, du coup, ton histoire et ton mode de vie qui est quand même un peu atypique. À d'autres personnes pour que ça puisse les aider, du coup, comme moi ça a pu m'aider à travers du coup ton histoire et tous les conseils du coup que tu m'as donnés et que tu nous as donnés aujourd'hui. C'est hyper intéressant et je suis hyper contente du coup d'avoir fait ce premier podcast avec toi. S'il y a quelque chose que tu veux dire, un mot de la fin. Tu sais, maintenant, tout le monde fait des vidéos, tout le monde filme, tout le monde poste, veut faire des films, partager ça, que ce soit sur YouTube, pour leur famille ou je ne sais quoi. Le truc, c'est que j'ai souvent remarqué, que ce soit des connaissances, des amis, des personnes que je croise partout, c'est que souvent ils se bloquent à se dire non mais c'est pas pour moi, il y a trop de monde. Il y a trop de personnes qui font pareil ou comment je vais faire pour gagner ma vie, enfin, c'est pas atteignable. Ouais, moi je me le dis beaucoup. Hein. Ouais, en fait, c'est ça qui... En fait, je pense qu'il faudrait clarifier ça, tu vois. Bah, du coup, en fait, il y en a plein, ça se trouve, ils sont faits pour ça. Ils vont avoir, genre, vraiment, leurs projets, leurs films vont vraiment avoir une utilité. Mais du coup, ils le font pas parce qu'ils ont peur. Ou qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Et quand j'étais un baladé en banlieue à Créteil, jamais je me suis dit ah bah oui, non mais moi, il y a bien sûr que j'atteindrai de la télé, bien sûr que je ferai des films, je voyagerai partout dans le monde. Je savais même pas comment j'allais atteindre ça. C'est plus un rêve qu'autre chose. C'était une vision, oui, mais plus un rêve même qu'une vision. Mais du coup, comment tu fais ? Non, mais en fait, c'est simplement se dire que le truc, c'est que si ce truc-là, c'est vraiment ce que tu veux faire et que tu fais tout pour, c'est-à-dire que tu dis bah je le fais, j'essaye comme je peux avec les moyens que j'ai. Comme je peux, et ben, il y a de très grandes chances que ça fonctionne. Et il y a très de grandes chances aussi que tu trouves ton public, de gagner de l'argent même avec, tu vois. Et pas essayer d'écouter les autres. Parce que moi, si j'avais écouté les autres, je serais plombier. Hein. Mais c'est vrai, véridique. À l'école, on m'avait dit, non mais David, ils peuvent juste faire des études de plomberie ou de mécanicien. Donc si j'avais écouté, je dis bon bah ok, peut-être. Bah du coup, peut-être que j'aurais fait ça. Voilà, c'est vraiment important, je pense, pour tout le monde qui veulent essayer de faire des films, d'essayer de faire comme ils veulent, comme ils peuvent. C'est ce que j'allais dire en fait. Je pense que le plus important, c'est de s'amuser, faire des choses qui nous font vraiment plaisir. Ouais. C'est important d'avoir une vision, de se dire ah bah je pourrais devenir telle personne, je pourrais faire ci, parce que je pourrais gagner de l'argent, parce que... Mais c'est pas le plus important. Ne pas se retenir de faire des choses qui nous rendent heureux, vraiment. Ouais. Tu vois, et d'oublier un peu cette peur, ouais mais non, j'y arriverai pas, de se dire... Bon, bah, allez, j'essaye de le faire pour moi, je le montre à personne. Et puis, une fois cette étape faite, de dire, bon, bah, je le montre à mes amis, à ma famille. Ouais. Et puis d'un jour, je dire, allez, je le mets sur les réseaux sociaux ou je l'envoie à des gens. C'est exactement ça. Faire ses projets personnels. Et faire ses projets personnels avec ce que tu as, tu les fais du mieux que tu peux et tu le partages. Ouais. En fait, c'est surtout ça. Parce que souvent, on n'ose pas les partager. Oui, c'est vrai. Plus tu fais, plus tu partages au monde, tu l'envoies à tout le monde. Il y a de très grandes chances que ça fonctionne. Bon, bah, merci en tout cas pour ce conseil. Merci pour ce podcast, c'était trop cool. Ouais. Et puis, bah, je vais mettre ton Insta et ta chaîne YouTube en légende pour que les gens puissent aller voir si ça les intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas jusqu'au bout. Je vais faire aussi d'autres portraits, d'autres interviews avec... d'autres personnes qui m'inspirent et qui sont dans cette voie de la créativité, de liberté aussi. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à toi. Merci. Et je dis à bientôt.